3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Si tu étais responsable, comment y parvenir? En quoi est-ce qu'elle peut nous être utile à la République démocratique du Congo, qui vient donc, pour la toute première fois de son histoire, de vivre une alternance démocratique et pacifique. Nous en parlons avec Dieudonné Kanda, analyste de société. Bonsoir, monsieur Kanda. Votre micro, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Voilà. C'est le professeur Tchon. Ah oui. Eh bien, malheureusement, hein, je suis en train de suivre un conducteur qui est très mal, malheureusement, il faut le dire comme ça. Ouais. Et je m'excuse donc c'est le professeur Chunga, professeur des universités, avec qui nous parlons du deuxième dossier, qui est donc le profil du futur gouvernement. Professeur, vous êtes docteur en sciences politiques et études stratégiques, professeur des universités, c'est-à-dire que vous êtes, vous assurez des cours dans des universités et instituts supérieurs un peu partout dans notre pays, même à l'extérieur. Hein. Donc voilà, vous êtes donc une tête bien faite et l'homme de la situation peut donc évoquer cette question du profil du futur gouvernement. La question que j'aimerais vous poser, c'est déjà comment avez-vous reçu l'information de la signature de l'engagement de l'acte d'engagement des chefs de regroupement politique du FCC qui, certainement, qu'on se le dise, va donner le prochain Premier ministre. Était-il nécessaire? Est-ce que ça ne ressent pas une espèce de crainte, de fissure au sein de cette plateforme dont le Président Morales et Joseph Kabila? La signature a eu lieu aujourd'hui même. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je pense que nous devons maintenant regarder les choses dans la bonne direction. Vous savez que si signature il y a eu aujourd'hui, comme vous le dites, c'est que quelque part, il y a déjà des négociations, ou si vous voulez, il y a des pourparlers en coulisses qui font ou qui feront que les choses puissent aller dans le sens souhaité par tout le monde. Alors, je pense que l'autorité morale du FCC est là, et il conduit des mains, vraiment de maître, cette grand, ou ces méga regroupement de partis politiques et de personnalités indépendantes, c'est pour essayer un peu de aider et si vous voulez accompagner le nouveau chef d'État qui vient d'être élu, qui vient d'être investi il n'y a pas longtemps, afin que les missions régaliennes qui nous sont confiées par la Constitution soient réellement exécutées. Donc moi je pense que c'est une bonne chose parce que vous savez, même dans la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils s'entendent. C'est peut-être pour ça que bon, avant que ne commence la grande marche, alors il faut qu'on se mette d'accord autour d'un certain nombre de principes qui vont guider l'action, bien sûr, de tout le reste. Hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a encore beaucoup de choses qui vont bientôt venir. Il y a les instituts du Premier ministre, il y a le partage des ministères, il y a le profil des ministres, le profil de ceci. Alors tout ça là, ce sont des choses qui doivent se négocier bien avant et essayer un peu de baliser. Donc moi je crois que c'est une bonne chose. Ça augure déjà, comment dirais-je, une collaboration parfaite entre les institutions et surtout entre les personnes. D'autant que l'ancien président et l'actuel se sont rencontrés donc dimanche. On peut donc penser que la rencontre d'aujourd'hui fait suite à cette visite de courtoisie que Joseph Kabila a rendue à Félix Tshisekedi et qu'on devrait s'attendre à prochainement la nomination d'un Premier ministre. Alors, le Premier ministre, le bon, comment devrait-il être s'il pouvait nous brosser son profil? Bon, vous savez, le Premier ministre... Sachant qu'il sortira forcément de l'ancienne majorité présidentielle, et aussi, et c'est cette majorité qui n'a pas pu gagner la présidentielle, donc c'est-à-dire qu'il y a une espèce, on va dire, de rejet auprès de la population, de cette majorité qui curieusement a gagné très largement
les élections législatives. Le bon Premier ministre issu de l'ancienne majorité par les présidentielles, aujourd'hui majorité démocratique, selon au dire de son porte-parole, nous devrait être comment? Ben, merci beaucoup. Moi, je pense que le portrait robot, si vous voulez, du futur Premier ministre, et ça, c'est une question que tout le monde se pose. Vous savez, dans ce pays, nous avons connu des premiers ministres. Beaucoup, hein, même durant tous les règnes du président Kabila, nous avons connu beaucoup de premiers ministres, mais il y en a qui parmi eux ont émergé aussi. Il y en a qui ont très bien travaillé. Hein, je ne vais pas citer ici les noms, mais vous savez qu'il y a des premiers ministres qui sont arrivés, qui ont finalisé avec la bancarisation, qui nous ont fait naître des compagnies aériennes, qui nous ont amené des sociétés de transport. Parler de Gustave Matata. Non, je ne vais pas citer. Pourquoi vous ne citez pas? Y a-t-il un problème? Non, c'est pas. Vous savez, vous risquez de dire que c'est ça. Non. Il y a dans le FCC des gens très intelligents, des gens très compétents, certainement qu'on va trouver parmi tous ceux qui sont là un monsieur, un futur cadre, un futur Premier ministre qui pourra capitaliser, si vous voulez, les énergies et les espoirs de tous les Congolais que nous sommes, afin vraiment d'accompagner l'actuel président de la République vers l'émergence que nous souhaitons, que nous voulons voir, que nous voulons assister. Donc si au sein du FCC, il y a toutes les compétences qu'on peut s'imaginer et voir. Alors, on n'a qu'à croiser le doigt et attendre que le président, ce Premier ministre, le président de la République qui va le nommer, c'est tout. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. On reste tranquille. Tout celui qui sera désigné sera le bon, pas donc de portrait robot. Non. Le problème est le suivant. Le portrait robot peut toujours être là. Vous savez, ce poste d'abord. Le portrait robot, c'est par rapport au défi. Oui, par rapport au défi. Parce qu'il faudra choisir au final un individu. Oui. Et donc, si on choisira cet individu-là, il doit avoir des qualités bien meilleures que les autres. Peut-être pas sur le plan, allez, on va dire, des compétences ou des aptitudes, une expertise, mais peut-être des qualités morales. Oui. Voilà. Oui. Alors, quelles sont ces qualités, justement? Eh bien, justement, et j'arrive. Vous savez que, d'abord, les soucis des Congolais que nous sommes, aujourd'hui, se résument et s'observent chaque jour. Les Congolais aimeraient cette fois-ci avoir des hommes nouveaux. Aujourd'hui, même quand vous causez avec les gens, ils vont vous dire oui, comme il y a eu changement au niveau de la tête du pays, les gens aimeraient aussi voir des changements, même dans l'exécutif. Alors, c'est ainsi que le porteur de ces premiers qui va venir, nous ne pouvons que souhaiter qu'il soit quand même quelqu'un, d'abord un bon manager. Donc c'est un poste de manager. Si on peut y aller progressivement, d'abord une nouvelle tête, un homme nouveau, pas forcément ces hommes à qui on est habitué depuis tout le temps. On peut prendre les 12 dernières années, ces mêmes animateurs, donc qu'on puisse prendre un homme nouveau, par exemple. Voilà. Et puis un bon manager. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui va maîtriser les défis qui seront ou qui sont à relever actuellement. Vous savez que nous avons un problème. D'abord sur le plan économique, parce que notre pays, avec la dollarisation, cela fait en sorte que beaucoup de ménages, beaucoup de familles à Kinshasa ne sont toujours pas à l'abri de ces phénomènes-là, qui fait qu'aujourd'hui on peut vous payer votre salaire, mais peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire avec ce salaire. Il faut des loyers payés et il faut des factures d'eau et d'électricité payées. Donc il faut maîtriser l'hyperinflation, il doit être capable de maîtriser l'hyperinflation et il doit être capable de remettre l'outil, remettre les gens au travail. Vous savez, notre grand problème ici, c'est que nous avons beaucoup de chômeurs dans ces pays. Donc il doit inspirer confiance. Il doit inspirer confiance et ça doit être quelqu'un, vraiment un meneur d'homme. Quelqu'un qui doit redonner l'espoir aux Congolais, quelqu'un qui doit vraiment s'occuper du vécu côté des Congolais dans le sens souhaité par la population. Donc c'est dans ce sens que nous disons que nous voulons des gens nouveaux, des personnes. Ça, on l'a bien bouclé. Et donc des gens qui un manager. Oui, un manager confirmé, quelqu'un qui sait concilier la théorie et la pratique, mais surtout, il faut qu'il soit un économiste. Vous savez, un économiste. Un économiste. Pourquoi? Parce que ce poste-là n'est pas nécessairement bon pour un juriste ou un politologue. D'autant plus qu'il s'agit plus du management que des textes
juridique ou je sais pas politique. À vous entendre, donc, il n'y a que les économistes qui peuvent faire de bons premiers ministres, ce qui est faux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de la Parce qu'on devrait avoir forcément de préférence. Oui, de préférence, nous souhaiterons que ce soit. Parce qu'il y en a quelques économistes qui sont passés là-bas, mais qui ont fait preuve. Hein? Par exemple, rappelez-vous de ce que je venais de dire tout à l'heure, qui ont fait preuve de la gestion. C'est ça le problème. Et qu'après lui, on a vu la suite. N'est-ce pas? Alors c'est ainsi qu'on s'est dit, donc si on peut avoir un premier ministre, un bon manager, quelqu'un qui sait concilier la théorie et la pratique, quelqu'un qui peut maîtriser l'hyperinflation de notre monnaie, quelqu'un qui peut redonner les Congolais de l'espoir, quelqu'un qui peut arriver à conduire, ou si vous voulez, à remettre le sourire dans la bouche des Congolais, celui-là sera peut-être le bienvenu. Alors s'il fait tout cela, tout ce que vous dites là, ne va-t-il pas, on va dire, aller occulter le président de la République? Parce que si c'est à lui de redonner la joie, du boulot, comme vous le dites, le Congolais, mais enfin, on ne verra plus le Premier ministre, d'autant que le Premier ministre enfin, on ne verra plus le président de la République. Vous savez, le président de la République est issu de l'opposition et que le Premier ministre sera issu de l'ancien pouvoir dans une espèce de continuité. Et il va y avoir peut-être une coalition entre les deux forces politiques, mais il y aura forcément aussi une espèce d'adversité. Hein, parce que d'ici 5 ans, il faudra redonner la parole au peuple. Donc l'un et l'autre peuvent se faire une petite guerre et ça va pas nous profiter. Ne faut-il pas un technocrate plus qu'un politique qui va s'effacer devant le politique qui sera forcément le président de la République, enfin de se consacrer justement à sa tâche de Premier ministre, de premier des ministres. C'est aussi cela, c'est aussi simple. Il est le premier de tous les ministres, tout simplement. Vous savez d'abord que l'institution du président de la République, c'est une institution qui fonctionne à part entière de la primature, si vous voulez, des fonctions de Premier ministre, de l'exécutif, même si ils sont appelés de temps à autre et à chaque instant à collaborer, n'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons plus réfléchir dans le sens qu'il peut y avoir une certaine animosité ou adversité entre les deux. Mais nous souhaitons que les deux... On ne peut pas réfléchir dans ce sens-là. Donc il n'y a rien à prévoir, il faut dormir sur ce laurier. De ce point de vue, il n'y aura pas de problème. Nous souhaiterions qu'on n'arrive pas jusqu'à ce point-là. Je crois que ça serait l'idéal pour nous. Avec pour nous, maintenant, l'idéal, c'est que et le président de la République actuel et le Premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire, que les deux puissent mettre les énergies ensemble pour travailler très fort afin que ces pays puissent décoller. Je crois que ça c'est vraiment les souhaits aujourd'hui de tous les Congolais. Très bien. Alors, technocrate ou politique, l'ancien Premier ministre dont je ne voulais pas citer les noms, on a vu dans la pratique qu'il était plus technocrate que politique, et du coup il n'a pas fait de l'ombre au président de la République. Ne faudrait-il pas un technocrate comme prochain Premier ministre? Oui, certes, les technocrates sont toujours les bienvenus. Pour nous, l'idéal, le peuple congolais, l'idéal, c'est que et le Premier ministre et le président de la République, que les deux puissent fédérer les énergies, enfin, comme je viens de le dire, de redonner l'espoir, longtemps, de redonner le sourire, de redonner la joie dans le cœur des Congolais que nous sommes. Vous savez, dans ces pays, nous avons traversé des moments très difficiles. D'abord, il y a eu des guerres, il y a eu des situations à gauche, à droite qui n'ont toujours pas, jusqu'à aujourd'hui, trouvé des solutions. Alors, c'est ainsi qu'on s'est dit. Avec l'élection du nouveau président de la République, aujourd'hui, chacun de nous a les yeux braqués vers le président de la République. Même si, bien sûr, l'émergence et le développement du pays, de notre pays, n'est pas seulement l'affaire du président de la République, c'est l'affaire de tout le monde, n'est-ce pas? Tous les Congolais, chacun, à quelque niveau qu'il soit, chacun de nous est appelé à apporter du sien pour que les choses marchent, pour que les choses aillent de l'avant. C'est ainsi que nous souhaitons que les deux, c'est-à-dire et le président de la République et le Premier ministre, puissent mettre ensemble les énergies, conjuguer les efforts, afin que ces pays puissent alors décoller dans le sens souhaité par tout le monde. Très bien. Allez. Le Premier ministre qu'on a évoqué, on a essayé de dresser son portrait robot. Maintenant, on peut parler des secteurs, des ministères, les futurs ministres. Vous êtes, selon ce que je vois ici, également, vous êtes docteur en sciences politiques et études stratégiques. La stratégie, c'est aussi vous. Et vous avez une formation, un diplôme de l'école de formation des officiers militaires, l'EFO Kamangat. La très célèbre EFO. Alors on va parler de défense. Le portrait du futur
ministre de la Défense, qui est un ministère également, et qui reviendra, selon ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu entendre, selon l'accord qui existera entre le LCC et le CACH, reviendra au camp du président de la République, donc au CACH. Vous savez que la RDC, ça ne va pas très fort sur le plan sécuritaire, surtout avec ces groupes armés nationaux, mais aussi étrangers qui écument l'Est du pays. Alors, le bon ministre de la Défense, comment devrait-il être? Merci beaucoup. D'abord, vous savez que les hommes sont ce qu'est les systèmes. En fait, c'est le système qui fait que les hommes puissent se comporter de telle ou de telle manière. Et les hommes, ce sont eux aussi. Oui, les hommes, ce sont aussi qui font les systèmes. Et justement, c'est lié. Alors, les bons futurs ministres de la Défense, moi je pense que je pars du principe selon lequel l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire que dans ces pays, il y a des gens qui ont fait des études de défense. Ça, je peux vous le dire, même au niveau du 3e cycle des études, même au niveau du doctorat, ils sont là. Des gens qui ont fait les études de défense jusqu'au niveau du 3e cycle, c'est-à-dire jusqu'au niveau du doctorat. Ces gens-là sont ici. Ils travaillent, ils réfléchissent et ils sont capables de bien diriger ces ministères. Et surtout que c'est des ministères régaliens. Alors, moi je pense que nous devons nous habituer dans ce pays. Pourquoi? Parce que quand vous mettez quelqu'un qui ne connaît même pas la définition de la sécurité, vous mettez quelqu'un qui doit tout apprendre parce qu'il est devenu ministre de la Défense. Il doit maintenant savoir comment est la structure de l'état-major général, comment est la structure du ministère de la Défense, qu'appelle-t-on bataillon, qu'appelle-t-on brigade, qu'appelle-t-on peloton. Ça, il commence à apprendre sur le tas. Mais pourquoi ne pas prendre ces Congolais-là qui ont fait des études de défense? Parce qu'ils existent, parce qu'ils sont là, et ils sont connus. Ces Congolais qui ont fait des études de défense jusqu'au niveau des doctorats, pourquoi on ne peut pas prendre ces gens-là pour leur confier la gestion de ces ministères? Pourquoi seulement ici chez nous, on place toujours des gens dans le sens contraire de ce qu'ils ont suivi comme formation? Vous allez voir, on prend un médecin, premier ministre de la fonction publique. Et puis par après on dit, ah non, il n'a pas bien travaillé. Mais il n'a pas bien travaillé, mais il n'a pas été à sa place. Et nous avons vu aussi des médecins qu'on a mis par exemple au ministère de la Santé, qui ont bien travaillé. Et il y en a qui ont des choses aussi. Mais il y en a qui ont des choses. Mais ça, ça fait bien se retrouver. Donc moi je pense que le principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut doit guider les choix des futurs ministres tels que nous le souhaitons. Je vois que ça serait une bonne chose. Très bien. Vous dites qu'il faut, si on a bien compris, un technocrate à la tête de ce ministère important, qui est aussi un ministère stratégique. Stratégique, justement. En ce qui nous concerne, la réussite du mandat dépend également de ce qu'on aura à leur redonner confiance, de ce que la paix revient ou pas à l'Est du pays. Par exemple, mais quelle devrait être la mission une fois qu'on a choisi, puisque en vous entendant, vous nous plaignez déjà, comme si ce gouvernement-là, ce gouvernement était déjà en place et que ça n'était pas un technocrate à la tête de ce ministère, du ministère de la Défense. Enfin, on est vraiment dans le virtuel, là, et le gouvernement n'existe pas. Mais quelle devrait être sa tâche et comment pouvait-il bien remplir, vous qui êtes un spécialiste, comment peut-on mettre fin à l'insécurité qui depuis de très très longues années sévit dans la partie est de notre pays? Si vous étiez ministre de la Défense ou conseiller dans ce ministère, vous feriez quoi? Vous donneriez quel conseil? Merci beaucoup, M. Eric. Vous savez que d'abord, lorsqu'on parle d'insécurité, les groupes armés qui écument l'Est de notre pays, il y a des origines, il y a des sources, il y a des causes. Pourquoi seulement à l'Est de la RDC et non pas à l'Ouest ou au Sud de la RDC? Il faut d'abord partir de là. Et ensuite, le ministre de la Défense qui viendra dans le gouvernement que nous attendons tous, nous nous posons la question, c'est quoi? Il peut être bon, mais à l'impossible, il n'est tenu. Et s'il n'a pas les moyens de sa politique, qu'est-ce qu'il peut faire? Et s'il présente par exemple, pas une facture, disons, il présente un état de besoin au gouvernement ou au Premier ministre ou au président de la République, et dans l'état de besoin, il est repris clairement qu'il a besoin par exemple, je ne sais pas, autant de millions de dollars pour, 1, équiper les forces armées, 2, assurer les logistiques, 3, motiver ses deniers, ainsi de suite, 4, ainsi de tout ça. Et si il n'arrive pas à voir
l'argent, ou si vous voulez, le montant dont il a besoin pour bien mener cette mission-là, malgré sa formation, malgré sa bonne foi, je pense que ça ne sera pas possible. Donc, il faudra qu'à part les compétences, les critères de compétences et de méritocratie dont nous voulons que cela soit vraiment exalté cette fois-ci, mais il faudra aussi qu'on nous donne les moyens pour faire sa politique. Vous voyez, ce n'est pas comme on était habitué ici, on envoie les histoires des militaires au front, au lieu que la ration, au lieu que les vivres aillent au front, non, on retrouve ça dans un marché de Kinshasa, les gens en train de vendre, les mêmes histoires. Alors on se pose la question, comment c'est arrivé dans ces marchés-là, et qui a été à la base de tout ça là, et entre-temps, et les militaires qui sont au front, comment ils vont vivre, comment ils vont tenir devant les faits ennemis. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des choses que nous devrions revoir. C'est-à-dire, les ministres c'est peut-être bon, mais encore faut-il lui donner les moyens pour bien mener sa politique. Donc ça, comme quoi la paix ou la fin de la sécurité à l'Est devrait faire partie d'un plan général, si on peut dire. C'est-à-dire que toutes les ressources doivent être mises en branle pour arriver à... et que ça ne sera pas forcément la tâche dévolue au seul ministre de la Défense ou voilà, à l'état-major des généraux. Donc il faudra que ce soit un effort conjugué, une synergie de plusieurs ministères, de plusieurs acteurs, mais surtout j'insiste que les moyens aussi suivent. Parce que dans ces pays, beaucoup de responsables, à un certain niveau ou à des niveaux différents, se plaignent toujours que nous avons introduit notre demande de fonds, nous avons introduit notre état de besoin au niveau du ministère du budget ou au niveau du ministère de la Défense, au niveau du ministère des Finances. Et bien là, on vous dit, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Mais entre-temps, la situation sur le terrain évolue négativement et en défaveur de notre pays. Donc, vous voyez qu'il faudrait qu'il y ait cette synergie pour que, quand il y a un état de besoin qui est présenté, par exemple par un ministre de la Défense, et que cet état de besoin soit rapidement aussi liquidé, donc afin qu'il puisse avoir les moyens pour bien mener sa politique. Le problème serait juste un problème d'argent, de finances ou de financement, de traçabilité des financements. C'est cela. Une fois qu'on a résolu ce problème, on aura la meilleure armée qui pourra habiter nos ennemis dehors et peut-être mater ceux des groupes nationaux. C'est ça. Ça c'est suffisant? Ça ne suffit pas. Mais seulement, c'est le point de départ de tout. Pourquoi? Parce que la force d'une armée dépend de plusieurs facteurs. Je vais vous le dire. D'abord, il y a les hommes en quantité suffisante, bien formés, et puis deux, il y a la logistique, c'est-à-dire l'équipement. Et puis trois, il y a la motivation. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas motivé, quelqu'un qui a quitté sa famille pour aller combattre au front, et que, tout en étant au front, il a fait 2 jours sans manger, par exemple, c'est l'exemple que je donne, il a fait 2 jours sans manger, et puis il apprend que sa femme l'appelle pour lui dire que les enfants sont malades et qu'il n'a pas les moyens pour aller faire soigner les enfants. Toi, on lui dit, ah non, il faut attendre, les munitions sont terminées, il faut attendre. Donc, vous voyez que à partir de là, lorsque j'insiste sur le budget, sur les moyens, c'est parce qu'à partir des moyens ou à partir du budget, nous pouvons résoudre tous les restes des problèmes qui restent. Très bien. Le reste des problèmes, ce serait quoi? Parce que, selon à plusieurs fois le ministre, l'ancien ministre de la communication, qui porte la parole du gouvernement, a laissé entendre que nous faisons face à des groupes terroristes à l'Est. Est-ce que nous avons aujourd'hui des unités à même de combattre ces groupes terroristes? Parce que le groupe est fort souvent dans la guérilla, ce n'est pas la guerre conventionnelle. Voilà. Est-ce que sur le plan de la formation, nous sommes au niveau? Je vous rappelle, si vous ne savez pas, que selon une organisation américaine, la RTC est parmi les 10 armées africaines les plus fortes. Donc ça n'est pas rien. On met en compte les hommes, nous avons suffisamment, mais aussi l'équipement, évidemment, comme pour dire qu'on a résolu ce problème-là. Et donc voilà, est-ce que la formation est aujourd'hui adéquate? Vous étiez un diplômé de l'école de formation des officiers militaires, et je présume que c'était à l'époque des forces armées générales. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, nos militaires sont au niveau? Oui. En tout cas, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous avons une armée forte et une armée capable de mettre fin à tout ce qui a comme insécurité à l'Est. Donc, les chefs de l'État
former des unités combattantes. Et vous n'avez qu'à regarder, que ce soit dans la police nationale ou que ce soit dans les FARDC, il a formé, et nous avons des éléments aujourd'hui très bien formés, capables de tenir la tête à n'importe, même si c'est la guérilla. C'est-à-dire la guerre non conventionnelle, même si c'est la guerre conventionnelle, nous avons aujourd'hui des unités combattantes capables de tenir tête et de mettre fin à l'insécurité. D'ailleurs, pas plus loin qu'hier, vous avez appris, peut-être même en 2000 ou quoi, tout cela, que les FARDC ont repoussé des attaques de quelques terroristes, des ADF Nalou ou de Maï Maï, Motomogué, tout ça, ils ont été repoussés et traqués jusque dans les derniers retranchements. Donc c'est pour vous dire que anéanti, et pourtant ce sont que quelques milliers, enfin milliers, peut-être quelques centaines. Oui, mais anéanti, ça va venir. Ça va venir, vous savez, il faut d'abord commencer par repousser. On le dit depuis plusieurs années. Et puis, quand eux ils reviennent, c'est pour massacrer la population comme ça. C'est la désolation. Et bien justement, c'est ainsi que nous voulons que cette fois-ci, avec le vent du changement qui est arrivé, s'il y a eu quelques imperfections au niveau de nos troupes ou au niveau du commandement, parce que comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, c'est ça, il n'y a que... S'il y a eu quelques imperfections, c'est donc le moment de les corriger afin que nos militaires, comme par le passé, deviennent encore beaucoup plus puissantes et capables de mettre fin à l'insécurité à l'Est. Et nous croyons qu'avec le gouvernement qui sera en place, bientôt, nous croyons que les moyens seront disponibles pour pouvoir équiper et motiver encore une fois de plus nos forces armées pour combattre et sécuriser l'Est de notre pays. Oui, très bien. D'autant que le chef de l'État, je crois que lors d'une causerie avec il a promis le réajustement des soldes des militaires. Ça devrait les... Justement, donc c'est pour vous dire que c'est un produit qui les touche à cœur. Et voilà pourquoi il est allé même rendre visite lui-même, vous l'avez vu, au camp Tchatchi. Devant tout le monde, il les a salués et on a vu ce qu'on appelle communément les Banamoura qui étaient là en train de danser, il y en a un qui était en train de danser au vu de la dette du chef de l'État. Donc c'est pour vous dire que le moral est maintenant très requinté de nos militaires, mais nous n'attendons plus que la concrétisation des promesses, comme le chef de l'État vient de dire qu'on va réajuster les soldes, et bien c'est une bonne chose. Nous attendons que ça traduise dans les faits et vous verrez vous-même qu'ils sont capables de beaucoup de choses. Alors, plus le temps d'évoquer les autres ministères, je vous pose la dernière question. Un gouvernement idéal, en tenant compte de nos moyens plutôt limités, moyens financiers de notre budget assez modeste, devrait comporter combien de membres? Moi, je pense que ce n'est pas le nombre qui fait la force d'un gouvernement. Les nombres, d'ailleurs, on en a vu même par le passé. On a vu des gouvernements éléphantesques qui ont compté jusqu'à 67, 68 ministres. Et donc, ministre, vice-ministre, vice-premier et ministre d'État. Nous sommes allés jusqu'à 67. Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Pas du tout, pas grand-chose. Ce n'est pas le nombre de ministres qui compte. Mais je crois que c'est plus l'équipe est réduite, plus l'action sera aussi solide et forte. Et efficiente. Et efficiente aussi. Donc, nous espérons que nous voulons que ça soit... Ce n'est pas comme, comment dirais-je, une équipe qui dit, bon, on a gagné, demain nous allons nous décider les postes, toi tu seras ministre de ceci, toi tu... Non, ce n'est pas là le problème. Le problème, ce n'est pas de satisfaire tout le monde. Et d'ailleurs, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais si on peut choisir quelques personnes, on peut aller jusqu'à une équipe de 36 membres par exemple, ministre, vice-ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, 36-40. Je crois que ça peut aller, ça peut faire une bonne chose. Et là, vous pouvez voir aussi que l'équipe, l'action de l'équipe sera cohérente et après ensuite que les résultats, peut-être les résultats ne tarderont pas à venir. Donc nous voulons une équipe restreinte et non pas une équipe éléphantesque qu'on a vu par le passé et qui n'a rien donné comme résultat, escompté, tout ça là. Donc nous voulons une équipe restreinte, efficace et capable de traduire dans les faits les vécus quotidiens des Congolais. Merci beaucoup, professeur François Tchonga Lundula. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et études stratégiques, que vous êtes diplômé de l'école de formation des officiers militaires FO Kananga, mais que vous êtes également secrétaire général académique et secrétaire général administratif dans plusieurs institutions universitaires ici au pays, notamment au très célèbre Institut supérieur de techniques appliquées. Oui, justement. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, notre deuxième dossier, c'est citoyenneté responsable dont nous parlons avec Dieudonné Kanda, analyste des sociétés.
Est-ce qu'il faut que les hommes de l'élection transparente aient livre le pays entre les mains de bandits sans scrupules et de pillards? Matin Fayoulou se tue, vous ne comprenez de vous? Ils sont où? Ils sont où? Fayoulou. C'est un agent pour vendre le Congo, la RDC. Ses parents sont Congo. Bemba, Katumbi, Kagame et l'Union européenne, c'était de la France, l'Union européenne, l'Angleterre, les autres. Voilà les parents de Fayoulou. Bon sang. On nous fait croire aujourd'hui que tous ces gens-là sont pour le bien de la RDC. Donc ils aiment la RDC plutôt que Kabila. Donc on nous fait croire que l'Union européenne, il y a tous ces gens-là. Quand tout est conscient, ils aiment la RDC plutôt que Kabila. Les faits sont là aujourd'hui. Les élections, les a perdus. Il les a perdus. Hier, c'est qu'il était un pion central dans leur plan. Il lui donnait tous les honneurs. Il l'honorait. Il était invité matin de l'histoire ce 24 avec tous les honneurs. Parce qu'on l'a créé comme un président. Mais quand le jeune homme, monsieur le président, jeune, c'est un jeune comme nous, on est fiers, on voit qu'il est jeune comme nous, a compris les enjeux. Il est parti à Genève, il a compris les enjeux, il s'est retiré. Ouvertement le tête aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un qui s'adulait encore longtemps? Aujourd'hui, monsieur le Belge, un pays comme ça de banlieues de criminels, pour comprendre ce qui se passe. Soyez très prudent. Restez très vigilant, Bachir. Parce que le comportement de l'Union africaine, ne prenons pas ça à la légère. Il y a un projet plus profond que ça, je vais essayer de l'expliquer. Quand vous voyez l'importance, et que vous comprenez que la RDC est le poumon de cette économie, vous comprenez que les enjeux sont trop grands à l'heure actuelle, mon cher Bachir. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.